Quand Ousmane Sonko accuse Donald Trump d'être un homme de déstabilisation, il ne se livre pas à une simple sortie rhétorique de plus contre une grande puissance occidentale. Il ne parle pas seulement pour marquer une posture idéologique ou pour flatter un réflexe anti-américain. Ce qu'il formule, au contraire, c'est une critique d'une grande cohérence géopolitique. Une guerre dont les objectifs proclamés restent flous ou inachevés peut déjà produire, très loin du théâtre principal, des coûts politiques, budgétaires et sociaux parfaitement concrets. Africa News rapporte que, lors d'une conférence sur la souveraineté à Dakar, Sonko a affirmé qu'aucun des objectifs de la guerre n'avait été atteint et que Trump n'était pas un homme de paix. Cette phrase est beaucoup plus forte qu'elle n'en a l'air. Elle contient une accusation précise. Washington n'a pas produit la sécurité qu'il prétendait construire, mais il a déjà diffusé le désordre dans l'économie mondiale. Et pour un pays comme le Sénégal, ce désordre n'est pas théorique. Il entre déjà dans les comptes publics, dans les arbitrages gouvernementaux, dans les contraintes budgétaires et bientôt dans la vie quotidienne des ménages. C'est cela qu'il faut placer au centre de l'analyse. Beaucoup de commentaires réduiront probablement cette séquence à une provocation africaine contre Trump. Ce serait une erreur, car le contexte économique rend le discours de Sonko parfaitement intelligible. Reuters rapporte que, face au choc pétrolier provoqué par la guerre contre l'Iran, le gouvernement sénégalais a suspendu les voyages officiels non essentiels et que Sonko lui-même a annulé plusieurs déplacements. Reuters précise aussi que le baril évoluait autour de 115 $, alors que le budget du Sénégal avait été construit sur une hypothèse de 62 $. Voilà la vraie profondeur du sujet. Sonko ne parle pas depuis un poste d'observation lointain. Il parle depuis un gouvernement qui voit déjà sa marge de manœuvre budgétaire se refermer brutalement. Autrement dit, lorsqu'il attaque Trump, il ne parle pas seulement comme chef politique, il parle comme gestionnaire d'un État frappé indirectement par un conflit extérieur qu'il ne contrôle pas, mais dont il doit déjà absorber les conséquences. Et ces conséquences ne s'arrêtent pas au seul Sénégal. Reuters rapporte que la Banque mondiale a abaissé sa prévision de croissance pour l'Afrique subsaharienne à 4,1% en 2026, contre 4,4% auparavant, en expliquant que la guerre entre les États-Unis, Israël et l'Iran avait fait monter les coûts du carburant et des engrais, et qu'elle menaçait aussi les flux d'investissement, dans une région où de nombreux États souffrent déjà d'un endettement élevé et d'un espace budgétaire limité. Reuters ajoute que les coûts du service de la dette ont atteint 18% des recettes publiques en 2025 dans la région, ce qui réduit fortement la capacité des gouvernements à amortir les chocs. Cela change entièrement la portée du discours de Sonko. Il ne parle pas seulement du Sénégal. Il verbalise une inquiétude potentiellement beaucoup plus large dans le Sud global, celle d'un conflit décidé loin de soi, au nom d'objectifs stratégiques incertains, mais dont les coûts économiques se diffusent rapidement sur des sociétés déjà fragiles. C'est ici que l'angle devient très puissant. Sonko ne dit pas simplement que Trump a tort sur le plan moral, il dit en substance que la guerre a échoué sur ses propres termes tout en réussissant immédiatement sur un autre plan, celui de la diffusion du chaos. Si les capacités balistiques iraniennes ne sont pas réellement neutralisées, si le régime iranien n'est pas renversé, si la stabilité du Golfe n'est pas rétablie, alors que reste-t-il de visible à ce stade? Une hausse du pétrole, une pression accrue sur les importateurs nets d'énergie, un renchérissement des intrants agricoles, une fragilisation budgétaire supplémentaire pour des États africains déjà sous tension. Reuters le montre très clairement à travers le cas sénégalais, mais aussi à travers l'évaluation régionale de la Banque mondiale. Dans cette lecture, le reproche de Sonko devient extrêmement précis. Les bénéfices stratégiques promis par la guerre restent hypothétiques, mais les coûts, eux, sont déjà bien réels. C'est pour cela qu'il faut prendre au sérieux la dimension politique de sa prise de parole. Lorsqu'un chef de gouvernement africain dit que Trump a plongé le monde dans le chaos, il ne se contente pas d'adopter un ton spectaculaire. Il transforme en langage politique ce que les institutions économiques décrivent avec des mots plus froids. Reuters rapporte par exemple que, dans d'autres pays du continent, la guerre produit déjà des effets inflationnistes visibles. Au Nigeria, les prix de l'essence ont bondi de plus de 50% et ceux du diesel de plus de 70% depuis le début du conflit, alors même que le pays menait déjà des réformes difficiles et restait exposé à la hausse du coût de la vie. Cela montre que le Sénégal n'est pas un cas marginal, il est un révélateur. Sonko devient alors moins une exception qu'une avant-garde verbale.
Il exprime de manière plus crue et plus frontale ce que beaucoup de gouvernements africains peuvent penser sans encore le dire publiquement. Cette guerre n'a pas démontré sa nécessité, mais elle a déjà démontré sa capacité de nuisance. Il faut aussi voir que le choc ne se limite pas à l'énergie. Reuters rappelle que la guerre a perturbé les marchés des engrais et que cette perturbation menace particulièrement les économies en développement, notamment dans les phases agricoles décisives. Pour des États africains où l'agriculture reste centrale à la fois pour l'emploi, pour la sécurité alimentaire et pour la stabilité sociale, cela signifie que la guerre contre l'Iran n'est pas seulement un événement géopolitique lointain. Elle peut devenir un facteur de tension intérieure, de hausse des prix alimentaires, de pression sur les importations et donc de vulnérabilité politique. C'est exactement ce type de chaîne causale que Sonko semble vouloir rendre visible. Il ne parle pas seulement d'une guerre injuste ou agressive, il parle d'une guerre inefficace dans ses objectifs affichés et extrêmement efficace dans la production de coûts externes pour des pays qui n'y ont aucune part. Cette logique devient encore plus claire quand on regarde le timing de sa déclaration. Sonko ne parle pas après une guerre terminée, évaluée, stabilisée. Il parle au moment même où les effets du conflit commencent à entrer dans la gestion publique sénégalaise. Reuters explique que le gouvernement de Dakar a dû revoir certaines priorités immédiates à cause du choc pétrolier. Cela veut dire que le discours de Sonko ne relève pas d'un commentaire abstrait sur l'ordre international. Il naît d'un contact direct entre la géopolitique mondiale et la contrainte administrative quotidienne. Et c'est souvent là que les critiques les plus fortes prennent forme. Tant qu'une guerre reste lointaine, elle peut être discutée comme un principe. Lorsqu'elle commence à modifier le prix du carburant, le budget des États, les importations d'engrais et la capacité d'un gouvernement à financer ses engagements, elle cesse d'être un sujet externe. Elle devient une affaire intérieure. Dans cette perspective, la charge contre Trump prend une dimension beaucoup plus stratégique. Sonko n'attaque pas seulement l'homme, il attaque un mode de puissance. Il cible l'idée selon laquelle les grandes puissances peuvent déclencher ou soutenir une guerre, puis laisser les autres régions du monde absorber les contre-coups. Le reproche implicite est presque celui-ci. Vous prétendez agir pour la sécurité mondiale, mais vous externalisez les coûts de votre propre stratégie sur des économies déjà fragiles. Et c'est là que la vidéo peut prendre une vraie profondeur universitaire. Car on ne parle plus seulement d'une polémique entre Dakar et Washington. On parle d'un schéma classique de l'ordre international. Les centres de puissance décident, les périphéries encaissent. Sonko, dans cette lecture, devient la voix politique d'une critique plus structurelle du système. Reuters fournit d'ailleurs des éléments qui renforcent cette lecture globale. L'IMF et la Banque mondiale ont averti que la guerre au Moyen-Orient risquait d'accroître fortement la demande de soutien financier des pays vulnérables, avec un impact sévère sur les pays importateurs nets de pétrole et sur la sécurité alimentaire. Reuters rapporte aussi que l'IMF s'attend à une demande supplémentaire de 20 à 50 milliards de dollars de financement à cause des répercussions du conflit et que 80% des pays seraient touchés, directement ou indirectement, par les chocs d'énergie, de logistique et de prix alimentaires. Cela donne aux propos de Sonko une portée qui dépasse très largement le cadre sénégalais. Lorsqu'il accuse Trump d'être un facteur de déstabilisation, il ne parle pas seulement de politique étrangère américaine, il parle du fait que les centres de décision stratégiques semblent produire des crises dont les dommages se diffusent ensuite jusque dans les budgets, les paniers alimentaires et les trajectoires de croissance des pays les plus vulnérables. Il faut enfin souligner un point très fort, Sonko conteste non seulement la guerre, mais son efficacité même. Africa News rapporte qu'il a insisté sur le fait qu'aucun des objectifs n'avait été atteint. Cette formule est redoutable parce qu'elle retire à Washington la ressource politique la plus importante dans ce type de conflit. L'idée que, malgré les coûts, un gain stratégique supérieur justifierait l'opération. Si les objectifs restent non atteints, alors il ne reste politiquement que les coûts. Et si ces coûts sont déjà ressentis en Afrique, alors la légitimité de la guerre devient encore plus fragile. Sonko formule donc une accusation stratégique, pas simplement morale. Les États-Unis n'ont pas seulement créé du désordre, ils l'ont créé sans résultat suffisamment clair pour pouvoir en revendiquer la nécessité. C'est pour cela que sa sortie peut devenir un signal beaucoup plus important qu'il n'y paraît aujourd'hui. Car dans le Sud global, de nombreux gouvernements hésitent souvent
à s'exprimer frontalement contre Washington, soit par prudence diplomatique, soit par dépendance financière, soit par calcul stratégique. Mais lorsque les effets d'un conflit commencent à peser directement sur les budgets, sur la croissance, sur les importations d'énergie et d'intrants, alors la retenue peut céder la place à une parole plus dure. Reuters montre déjà que la guerre pèse sur de multiples économies émergentes et en développement, bien au-delà de l'Afrique. Le Sénégal peut donc être lu comme un avant-poste politique d'une réaction plus large. Sonko dit peut-être avant d'autres ce que beaucoup pourraient pas finir par dire: cette guerre ne clarifie pas l'ordre mondial, elle le dérègle. Elle ne restaure pas la sécurité, elle exporte l'instabilité. La phrase de bascule s'impose alors presque naturellement. Si Sonko parle si durement, ce n'est pas parce que la guerre est lointaine, c'est précisément parce qu'elle ne l'est plus. Elle a déjà commencé à entrer dans les comptes publics, dans les arbitrages gouvernementaux et bientôt dans la vie quotidienne. Et c'est ce qui fait toute la force géopolitique de sa prise de parole. Elle montre que la guerre contre l'Iran n'est plus seulement un problème du Moyen-Orient ou des grandes puissances, elle commence déjà à devenir un problème africain. Ce qui rend la sortie de Sonko politiquement importante, ce n'est donc pas seulement sa dureté, c'est sa portée. Car lorsqu'il accuse Donald Trump d'être un homme de déstabilisation, il ne parle pas seulement comme Premier ministre du Sénégal en colère contre une crise internationale de plus. Il met peut-être en mots quelque chose de beaucoup plus large, une irritation croissante du Sud global face à une guerre dont les bénéfices stratégiques restent discutés, alors que les coûts économiques, eux, ont déjà commencé à se diffuser. Reuters rapporte que la Banque mondiale a abaissé sa prévision de croissance pour l'Afrique subsaharienne à 4,1% en 2026, contre 4,4% auparavant, en raison de la guerre, en citant la hausse des coûts de l'énergie et des engrais, la fragilité de l'investissement et l'étroitesse de l'espace budgétaire de nombreux États déjà lourdement endettés. Reuters ajoute que les pays importateurs nets de pétrole sont particulièrement exposés, tandis que le service de la dette avait déjà atteint 18% des recettes publiques de la région en 2025. Cela change entièrement l'échelle du problème. La guerre contre l'Iran cesse alors d'être seulement un événement moyen-oriental ou une démonstration de force américano-israélienne, elle devient un choc africain indirect. Et c'est précisément là que Sonko prend une dimension géopolitique plus forte que sa seule personne. Quand il dit, selon Africa News, qu'aucun des objectifs n'a été atteint et que Trump n'est pas un homme de paix, il oppose implicitement deux bilans. D'un côté, les buts proclamés de Washington qu'il juge non réalisés, de l'autre, les dégâts systémiques, eux, déjà visibles. Pétrole plus cher, budget sous tension, croissance amputée, nervosité des investisseurs, coût des intrants agricoles en hausse. Reuters montre que ce mécanisme est déjà à l'œuvre bien au-delà du Sénégal, tandis qu'aux réunions de printemps de Washington, l'IMF et la Banque mondiale ont averti que la guerre pesait sur les économies émergentes et en développement, avec une demande potentielle additionnelle de 20 à 50 milliards de dollars de soutien du FMI liés aux répercussions du conflit. Dans cette lecture, Sonko transforme un désaccord sur la guerre en accusation sur l'ordre international lui-même. Ce qu'il dit, au fond, est très simple. Une puissance peut prétendre agir pour la sécurité, pour la stabilité, pour la dissuasion, mais si elle échoue à produire ces résultats tout en diffusant immédiatement les coûts du conflit sur les économies les plus vulnérables, alors elle ne protège pas l'ordre mondial, elle le dérègle. C'est une critique très lourde, parce qu'elle ne vise pas seulement Trump comme individu, elle vise une manière de faire la guerre depuis les centres de puissance, en laissant les périphéries absorber la facture. Reuters donne plusieurs éléments qui renforcent cette idée. Au Nigeria, par exemple, les prix de l'essence ont bondi de plus de 50% et ceux du diesel de plus de 70% depuis le début du conflit, ce qui ravive les tensions inflationnistes et complique des réformes déjà politiquement sensibles. Reuters rapporte aussi que l'IMF, la Banque mondiale et l'IEA ont publiquement demandé aux États d'éviter les restrictions d'exportation et la thésaurisation énergétique, tant les régions comme l'Afrique subsaharienne sont devenues vulnérables à ce choc. C'est là que Sonko cesse d'être seulement un orateur national. Il devient potentiellement le signe avant-coureur d'une contestation internationale plus large. Car dans beaucoup de capitales africaines, asiatiques ou latino-américaines, le raisonnement peut être le même s'il n'est pas encore formulé avec la même brutalité. Si les objectifs militaires restent contestés, si l'Iran n'est pas réellement neutralisé, si la stabilité du Golfe n'est pas restaurée, alors pourquoi le monde doit-il déjà payer le prix d'une guerre dont les résultats restent incertains ?
Reuters cite le président de la Banque mondiale, Ajay Banga, qui avertit qu'en cas de conflit prolongé, la croissance mondiale pourrait être amputée de 0,3 à 1 point, avec une inflation plus élevée, surtout dans les économies émergentes. Cela signifie que la critique de Sonko n'est pas seulement politique, elle est presque comptable. Elle dit les gains sont discutables, mais la facture, elle, est déjà ouverte. Et c'est précisément ce qui rend cette séquence si dangereuse pour Washington sur le plan symbolique. Une guerre commence vraiment à se retourner contre une grande puissance quand elle ne produit plus seulement des adversaires stratégiques, mais aussi des critiques politiques nouvelles dans des régions qui n'étaient pas au centre du conflit. Le Moyen-Orient peut être le théâtre principal, mais l'Afrique devient alors le lieu où l'on mesure le coût mondial de la crise. Sonko n'accuse pas Trump d'avoir seulement fait la guerre. Il l'accuse d'avoir échoué tout en exportant le chaos. C'est une formulation redoutable parce qu'elle retire à Washington sa ressource la plus précieuse, l'idée que, malgré les coûts, la guerre aurait au moins produit une clarification stratégique. Si cette clarification n'existe pas, alors il ne reste politiquement que l'instabilité diffusée. Et lorsque cette instabilité se traduit par des coupes budgétaires, des voyages officiels suspendus, des hausses de carburant et des anticipations de croissance revues à la baisse, le discours anti-guerre cesse d'être moral seulement. Il devient matériel, gouvernemental, presque administratif. Il faut aussi voir ce que cela annonce pour la suite. Les gouvernements du Sud global sont souvent prudents lorsqu'il s'agit de dénoncer frontalement Washington. Certains dépendent de financements multilatéraux, d'autres cherchent à préserver leurs liens sécuritaires, d'autres encore préfèrent la discrétion diplomatique. Mais lorsque les effets d'un conflit se mettent à frapper directement les budgets, les importations énergétiques, le coût des engrais, l'inflation et la croissance, cette prudence peut céder. Reuters montre déjà que l'impact du conflit est suffisamment large pour toucher non seulement les marchés pétroliers, mais aussi les anticipations des institutions internationales, les politiques de soutien des États et les demandes d'aide de nombreux pays vulnérables. Dans ce contexte, Sonko peut être lu comme l'un des premiers responsables à traduire politiquement une angoisse économique qui, elle, circule déjà bien au-delà du Sénégal. La question « qui gagne vraiment ?» devient alors très dure pour Washington. Si les objectifs militaires restent contestés, si l'Iran reste debout, si les flux énergétiques ne sont pas totalement sécurisés, et si dans le même temps les coûts de la guerre se diffusent jusque dans les États africains, alors les États-Unis ne produisent pas seulement de la pression sur un adversaire. Ils produisent aussi une nouvelle réserve mondiale de critiques. Sonko devient, dans cette lecture, moins un polémiste qu'un symptôme. Le symptôme d'un basculement possible où des pays non directement impliqués dans le conflit commencent à juger la guerre non à partir des intentions affichées, mais à partir de sa facture réelle. Et lorsqu'une guerre commence à être évaluée ainsi, elle perd une partie de sa légitimité narrative. Elle cesse d'être vendue comme une opération stratégique. Elle apparaît comme une source de dérèglement global. Quand Sonko accuse Trump de déstabiliser le monde, il ne fait donc peut-être pas qu'attaquer un président américain. Il met en mots une réalité plus profonde. Cette guerre commence déjà à coûter politiquement à Washington dans des pays qui ne la combattent pas, mais qui en subissent déjà la facture. Et si cette colère diffuse trouve d'autres porte-voix, alors le vrai problème des États-Unis ne sera plus seulement l'Iran. Ce sera le fait que leur guerre, au lieu d'isoler uniquement leur adversaire, commence aussi à isoler leur récit.